Commencer. Donc d'abord, merci beaucoup d'être nombreux présents à ce cycle de conférences organisé par l'Institut de physique de Rennes. Donc vous avez ici à l'écran les prochaines conférences. Donc notez-les déjà dans vos agendas. On va les laisser s'installer. Donc, je suis Mariko Dotsis de l'Institut de physique de Rennes et j'ai le plaisir de vous présenter plutôt, donc Gabriel Toby, que certains d'entre vous connaissent sûrement parce qu'il était en maîtrise de physique en 98-99 et je me rappelle particulièrement bien de lui parce qu'il a fait partie du premier programme intensif européen qui a eu lieu à l'université de Belfast et c'est sur le calcul des données atomiques pour l'astrophysique. Voilà, donc je pense que c'est une superbe expérience partagée avec des étudiants de Rennes, de Belfast et de l'université de Lund. Et voilà, la mobilité internationale, puisqu'on fête cette année-ci les 30 ans du programme Erasmus. Voilà, même si on n'y participe pas pleinement, c'est sûr que ça a un impact sur les jeunes et pour l'envie de continuer à collaborer dans le milieu scientifique. Alors, donc aujourd'hui, Gabriel a accepté de nous présenter un sujet sur l'habitabilité. C'est une toute petite partie de ses recherches, il va le centrer sur l'habitabilité des océans internes des lunes de Jupiter et de Saturne. Ces transparents seront en anglais, mais il va présenter la conférence en français. Donc, après son année à Rennes, il a fait un DEA, puisque les masters n'existaient pas à l'époque, un DEA en astrophysique et technique spatiale à l'Observatoire de Paris à Meudon. Ensuite, il a réalisé une thèse à l'université de Nantes, également encadrée par un professeur de Paris 7, Christophe Sautin, sur l'impact du chauffage de marée sur l'évolution géodynamique d'Europe et de Titan. Donc après, il a été recruté chercheur CNRS et il est toujours au laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes. Donc ses thèmes de recherche favoris pour le moment sont les lunes de Jupiter et de Saturne, également le système Pluton-Charon et les exoplanètes riches en eau. Donc en 2011, on a eu l'occasion d'entendre beaucoup parler de lui parce qu'il a décroché un ERC, European Research Council Grant, Starting Grant 2010, sur les échanges chimiques dans les mondes riches en eau, avec de l'expérimentation et de la modélisation numérique. Et depuis cette année-ci, jusqu'en 2021, il est responsable scientifique du NR, OASIS, Organic and Aqueous System in Icy Satellites. Voilà, donc je vais te donner la parole. Hein. Merci. Voilà. Donc bonjour à tous. Je peux utiliser les micros là, il marche bien? Ouais. Il faut peut-être que je sois plus près. Je vais le mettre ici. Donc bonjour à tous et merci Mariko pour la présentation. Donc c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui à Rennes. Donc comme Mariko vous l'a indiqué, j'ai eu la chance d'être étudiant à Rennes et d'acquérir toutes mes bases de physique en suivant le cursus de physique à Rennes jusqu'en maîtrise avant de partir vers de nouveaux horizons et comme vous allez voir des horizons un peu lointains maintenant. Donc on va attendre que la présentation apparaisse. Qu'est-ce que c'est bon? Ce qu'il faut. Voilà. C'est parfait. Donc, comme l'indiquait Mariko, j'ai gardé les slides en anglais. Donc, je suis désolé, parce que c'était plus simple pour moi de les garder en anglais. Et donc, je vais vous faire la présentation, par contre, en français. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'habitabilité des océans sous la surface des mondes glacés, de manière générale. Mais je vais me focaliser principalement sur les lunes de Jupiter et de Saturne. Donc, avant de rentrer un peu plus dans le détail, je vais déjà vous présenter ce que sont ces mondes glacés et comment on les a découverts au fur et à mesure du temps. Donc alors, oui, il faut que je change ici. Donc juste une présentation très générale. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous, vous connaissez le système solaire. Donc c'est juste pour bien s'assurer qu'on parle des mêmes choses. Donc dans le système solaire, on distingue deux zones généralement. Donc les planètes du système interne, qui sont des planètes rocheuses. Donc Mercure, Mars, Vénus
la Terre et Vénus, la Terre et Mars, donc qui sont principalement constituées de roches silicatées et de fer, et sur certaines d'entre elles, il y a un peu d'eau, mais très peu d'eau. Donc en fait, sur Terre, c'est la planète du système interne qui a plus d'eau, mais qui reste une fraction d'eau qui est très très minime, même si c'est cette fameuse eau qui nous permet d'exister, mais c'est vraiment une toute petite pellicule à la surface de cette planète. Par contre, quand on s'éloigne dans le système solaire, donc on arrive dans la partie, ce qu'on appelle le système externe, donc on est au-delà de la ceinture d'astéroïdes, qui n'est pas indiquée ici, donc la ceinture d'astéroïdes, elle est à peu près dans cette zone-là. Quand on est au-delà de cette ceinture d'astéroïdes, on commence à arriver dans le monde des glaces, où les objets qui orbitent autour du Soleil ont une grande fraction de glace d'eau. Donc ça, c'est vrai pour la plupart des objets, et même les planètes géantes qui sont ici, donc Jupiter ou Saturne, qui sont, comme vous le savez, constituées principalement d'hydrogène et d'hélium, elles ont également une grande fraction de glace qui ont été intégrées dans leur intérieur au cours de leur formation, même si maintenant elles sont formées principalement de gaz. Et si on va un peu plus loin, on a Uranus et Neptune qui, classiquement, on les appelle des planètes gazeuses, mais ce n'est pas des planètes gazeuses, maintenant on les appelle plutôt des planètes glacées parce qu'elles sont constituées majoritairement de glace d'eau, même si à la surface, ce qu'on voit, c'est l'hydrogène et l'hélium. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les objets qui gravitent autour de ces planètes géantes, donc qui sont les lunes de ces planètes géantes, et quasiment toutes les lunes du système solaire externe sont constituées de glace d'eau, en tout cas la surface est constituée de glace d'eau. Donc il y a juste une exception, qui est la lune Io, qui est la lune la plus proche de Jupiter, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, parce que j'ai décidé de vous parler des océans, et sur Io, il n'y a pas d'océan, même s'il y a des océans de soufre, mais il n'y a pas des océans d'eau liquide, donc ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Donc on va s'intéresser principalement aux lunes de Jupiter, dans un premier temps, puis ensuite les lunes de Saturne. Donc juste pour vous donner les ordres de grandeur, donc le système solaire, la distance type, c'est entre le Soleil et la Terre, c'est une unité astronomique, qui fait 150 millions de kilomètres. Jupiter se trouve à 5 unités astronomiques, c'est-à-dire que il reçoit beaucoup moins d'énergie du Soleil que la Terre, ce qui fait que la température moyenne en surface est beaucoup plus basse. Elle est typiquement, sur les lunes de Jupiter, elle est entre 110 et 130 degrés Kelvin. Ce qui veut dire que la surface est complètement glacée et très très froide, ce qui n'empêche pas pour autant la présence d'eau liquide en profondeur, comme je vous l'expliquerai par la suite. Autour de Saturne, on est à 9,5 unités astronomiques, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus loin encore, et donc les températures sont encore plus basses. Et là, on est plutôt de l'ordre de 100 degrés, entre 70 et 80 degrés Kelvin à la surface de ces objets. Donc c'est très très froid, mais là encore une fois, en profondeur, on peut avoir les conditions favorables à la présence d'eau liquide. Donc voilà pour le contexte très général. Donc les lunes de Jupiter et de Saturne, pendant des siècles, ça a été juste des points. Donc les tout premières, donc si on revient, les 4 lunes de Jupiter, elles ont été découvertes en 1610 par Galilée. Et pendant des siècles, c'est juste resté des points dans l'espace. Il n'y a qu'au début du 19e siècle où on a commencé à avoir quelques indices plus précis sur leur taille, sur leur composition. Et au milieu au milieu du 20e siècle, on a commencé à avoir des indices sur la composition de la surface et on a su qu'ils étaient probablement constitués de glace d'eau. Mais pendant très longtemps, c'était juste des points. Les lunes de Saturne, elles ont été détectées, observées la première fois par Christian Huygens, c'était en 1655, et puis la plupart des autres lunes ont été découvertes par Cassini, donc Jean-Dominique Cassini, et donc c'était pareil, c'était en 1675, donc c'est-à-dire plus de 3 siècles. Et pendant 3 siècles, on n'a pas appris grand-chose sur ces lunes de Jupiter et de Saturne. Donc l'exploration de ces objets, elle a vraiment débuté avec le projet Voyager. Donc le projet Voyager, il a été envoyé en 1977. Donc moi, j'avais 1 an à l'époque, donc je ne m'en rappelle pas. Donc il est parti en 1977 et il a exploré pour la première fois toutes les planètes du système externe, donc c'est-à-dire Jupiter, puis ensuite, donc là on voit la trajectoire, Jupiter, Saturne, et ensuite Voyager 2 a été détourné pour aller explorer Uranus, puis ensuite Neptune. Donc à chaque survol, on a eu les toutes premières images de ces mondes, et c'est là qu'on a pu voir pour la première fois la surface de ces objets. Donc si on regarde, par exemple, ça c'est une image qui a été prise par Voyager, qui est une des plus belles, et même si elle date maintenant de 1980, donc elle a plus de 37 ans, elle est vraiment pour moi une des plus belles images qui a pu être prise. Donc vous voyez ici Io et Europe, qui sont toutes les deux prises juste devant Jupiter, où on voit la fameuse tache rouge, ici, qui est plutôt jaune sur cette coloration. Et je vous montre une autre image donc, qui vient juste d'être publiée dans le Astronomical Picture of the Day. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce site, ça s'appelle Apod, où tous les jours, vous avez une nouvelle image. Et cette image, c'est une très belle image d'Europe, là encore une fois en face de Jupiter. Et en fait, c'est une image de Voyager qui a été prise en 1980 et qui a été reprocessée depuis et qui nous a permis de voir de manière encore plus détaillée que ce qu'on imaginait avant la surface d'Europe. Donc, je vais vous montrer d'autres images qui ont été prises par les sondes, d'autres sondes, mais il faut garder en tête que même 40 ans plus tard, on peut encore reprocesser des données et sortir des nouvelles informations. Donc si on compare... ah mince,
Ah non, oui, c'est ça. Je reviendrai sur Saturne après. Donc on va rester sur Jupiter. Donc c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur de la taille de ces lunes. Donc si vous regardez ici, donc, je vous ai présenté les 4 lunes du système de Jupiter. J'ai juste évoqué rapidement. Donc les 4 lunes principales, donc il y a Io, Europe, Ganymède et Callisto. Donc ça, c'est les lunes les plus grosses de Jupiter. En réalité, il y en a presque, je ne connais même pas le chiffre exact, mais près d'une 60aine de lunes autour de Jupiter. Mais la plupart de ces lunes ne nous intéressent pas. En tout cas, moi, elles ne m'intéressent pas. Donc peut-être qu'elles vous intéressent. Mais moi, je m'intéresse principalement aux grosses lunes, parce que sur ces lunes, on peut avoir une activité significative. Donc si on les compare à la Lune, vous voyez que Europa, qui va nous intéresser pas mal par la suite, a une taille un tout petit peu en dessous de la Lune. Et Ganymède, elle est beaucoup plus grosse que la Lune, elle est même plus grosse que la planète Mercure. Donc c'est des objets de taille planétaire, mais qui ne sont pas des planètes parce qu'elles gravitent autour d'autres planètes, mais qui ont un intérêt aussi important que les planètes du système solaire. Et puis si vous regardez, il y a une autre Lune qui est la Lune principale de Titan, dont je parlerai plus en détail par la suite. Là également, vous pouvez voir qu'elle a une taille à peu près comparable à Ganymède et Callisto, qui sont les 2 plus grosses lunes de Jupiter. Donc voyons maintenant plus en détail le système de Jupiter. Donc autour de Jupiter, il y a ces 4 fameuses lunes. Donc on va exclure Io, dont je vous parlais tout à l'heure, où il y a une activité très intéressante, un volcanisme démentiel, et qui est lié justement probablement au chauffage de marée qui rend l'intérieur de Io très très chaud. Et on a en permanence des éruptions à la surface de Io. Donc il fait tellement chaud qu'il n'y a plus d'eau depuis très longtemps. Et on a plutôt, c'est une planète où on a du givre de soufre à la surface. C'est ça qui explique sa couleur jaune. Donc à l'exception de Io, toutes les lunes du système solaire externe ont une surface qui est dominée par la glace d'eau. Donc on peut le voir sur Europe, Ganymède et Callisto. Par contre, elles ont toutes eu des évolutions géologiques très différentes. Donc je vais te parler de la glace, et le thème de cette conférence, c'est les océans sous cette croûte de glace. Et en fait, cette idée d'océan sous les croûtes de glace des lunes de glace du système solaire, elle date d'il y a très longtemps. Depuis les missions Voyager, on a commencé à imaginer qu'on pourrait avoir des océans en profondeur. Ça a même été proposé, même avant les missions Voyager, dans les années 70, les premiers modèles de structure interne qui ont été proposés par les scientifiques de l'époque, commençaient à suggérer que c'était possible qu'en raison du réchauffement progressif en profondeur, on pourrait atteindre la température du point de fusion de l'eau, c'est-à-dire 0 degré Celsius, et avoir de l'eau liquide stable à une certaine profondeur. Et les tout premiers indices ont été apportés par Voyager à la fin 79, donc 79-80, où Voyager nous a montré cette toute première image résolue de la surface d'Europe, sur laquelle vous pouvez voir des grandes structures linéaires, un peu sombres. Donc à l'époque, on ne savait pas de quoi étaient constituées ces structures sombres. Depuis, on sait qu'elles sont associées à des dépôts de sel. Et donc ça indiquait qu'il y avait une très forte activité, et ça suggérait qu'il y avait peut-être un océan à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres sous cette croûte de glace. Et déjà dès l'époque, dès 1983, il avait déjà été suggéré que peut-être qu'il y avait de l'eau liquide à l'intérieur d'Europe, et que peut-être cette eau liquide et cet environnement aqueux étaient propices à un développement d'une vie primitive de manière un peu analogue à ce qu'on a sur Terre. Donc ça, c'était juste des spéculations de l'époque post-Voyager. Donc peu de temps après le survol de Voyager, il a été décidé d'envoyer une mission qui allait explorer de manière détaillée le système de Jupiter. Donc ça, c'était le projet Galileo, donc qui a été nommé en hommage à l'astronome Galilée qui avait découvert les lunes de Jupiter en 1610. Donc cette sonde Galileo, elle a été envoyée en 1989. Donc vous voyez, entre le moment où on a survolé Jupiter en 1980 et le lancement de ce nouveau projet, il y a eu juste 9 ans. Donc ça vous paraît peut-être long pour vous, 9 ans, mais pour moi, c'est très bref. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, la communauté scientifique avait été capable de motiver les agences spatiales, donc l'agence spatiale américaine, en quelques mois, elle est décidée de commencer à construire une nouvelle mission pour aller explorer le système de Jupiter. Donc ça, c'était la sonde Galileo, qui était la plus grosse sonde qui était envoyée à cette époque-là. Par contre, elle a eu un petit problème technique, comme vous pouvez voir sur cette image, qui ressemble à un parapluie pas ouvert. Ça, c'était l'antenne qui devait s'ouvrir et qui ne s'est jamais ouvert. Ce qui est que la mission Galileo a pu survoler plusieurs fois les lunes de Jupiter et de Saturne, de Jupiter, pardon. Mais par contre, en raison de ce problème technique, on n'a reçu que 10 à 15% des données. Donc ça, c'était entre 1995 et 2003. Et moi, j'ai eu la chance de faire ma thèse au moment où Galileo est en opération autour de Jupiter, et donc de pouvoir participer à la compréhension de ces mondes qu'on est en train de découvrir. Donc il y a eu différents moments clés. Un des moments clés, c'était également le lancement d'une sonde atmosphérique dans l'atmosphère de Jupiter. Donc ça, c'était en 1995, dès l'arrivée autour de Jupiter. Donc c'est la première fois qu'on a pu voir la composition d'une planète géante. Et puis par la suite, il y a eu différents survols de Europe, de Io, de Ganymède et de Callisto. Donc sur Europe, comme je vous disais tout à l'heure, dès l'émission Voyager, on savait qu'il se passait quelque chose d'assez atypique sur Europe. Et là, Galileo nous a permis de confirmer qu'il y avait bien de l'eau liquide en profondeur sous la couche de glace et de donner même des précisions, un peu plus, quelques indices sur la composition de ces océans.
Donc on a pu observer des terrains, notamment ici des terrains chaotiques, qui étaient tous associés. Donc à la surface, on a ces grandes structures linéaires qui sont toutes assez sombres. Donc là, c'est une fausse couleur. En réalité, si vous regardez Europe avec vos yeux, vous verrez quelque chose d'un peu beige, avec des zones un petit peu plus foncées qui correspondent à ces grandes structures. Donc là, c'est en fausse couleur pour faire ressortir les différences de composition. Et on voit que toutes les zones qui sont rouges ici, elles sont associées en fait à des signatures spectrales qui sont du sel. Donc si vous avez par exemple deux types de spectres, donc un spectre typique des zones, on va dire bleutées, donc qui sont beige-bleu ici, donc qui correspondent vraiment à de la glace d'eau. Donc si on compare avec un spectre en laboratoire en vert pâle ici, vous voyez qu'on a les mêmes bandes d'absorption que la glace d'eau. Donc ça, c'est une preuve que c'est bien de la glace d'eau. Donc ça, on le savait déjà, mais on a une preuve que c'est bien de la glace d'eau. Par contre, si on regarde dans les zones qui sont plus sombres, qu'on appelle les zones qui ne sont pas glacées, là, on a plutôt une signature qui est proche de l'epsomite. Alors peut-être que ça ne parle pas pour la plupart d'entre vous, epsomite. Donc epsomite, c'est un sulfate de magnésium. Donc sur Europe, on a détecté des sulfates de magnésium et on s'est rendu compte que la plupart de ces sulfates de magnésium étaient associés soit à ces grandes structures linéaires, soit à des zones chaotiques comme ici, qui suggèrent qu'il y a eu des remontées de l'intérieur et qu'on a probablement un échange avec un océan en profondeur. Donc ça, c'était les premiers indices qu'il y avait un océan. Mais on ne savait pas si l'océan était toujours présent. Donc la preuve définitive qu'il y avait bien un océan à l'intérieur d'Europe, il a été apporté par une autre mesure, qui est une mesure géophysique, donc qui est sur la mesure du champ magnétique au voisinage d'Europe. Donc je vais vous expliquer juste le principe de cette mesure. Donc en fait, c'est la seule observation directe de la présence d'un océan sur Europe. On parle souvent qu'il y a un océan sur Europe, mais en fait, c'est juste basé sur cette mesure. Donc le principe, il est le suivant. On a Jupiter qui a un champ magnétique très intense, donc c'est le deuxième corps dans le système solaire qui a un champ magnétique le plus important. Donc le plus important, c'est le Soleil, et ensuite on a Jupiter. Donc Jupiter a un très fort champ magnétique qui n'est pas parfaitement aligné avec son axe de rotation, ce qui fait que quand Jupiter tourne, son champ magnétique tourne avec Jupiter. Donc toutes les lunes qui sont autour de Jupiter vont subir vont voir une variation du champ magnétique de Jupiter. Donc elles sont un peu balayées par le champ magnétique de Jupiter. C'est un peu comme un phare qui va passer devant ces lunes. Donc elles arrivent. Donc on a un champ magnétique qu'on appelle le champ magnétique inducteur, qui va créer une variation du champ magnétique au voisinage de ces lunes. Et si l'intérieur de ces lunes était parfaitement isolante, il ne se passerait rien. On aurait juste, on a le champ magnétique qui passe. Par contre, si à l'intérieur on a une couche conductrice, on va avoir une réponse d'induction de ce champ magnétique. Et donc on va avoir une modification du champ magnétique au voisinage de ces lunes. Donc ça ici, c'est les amplitudes de variation du champ magnétique qui sont juste le champ inducteur, donc qui est lié à cette rotation de Jupiter, donc qui tourne à peu près en 10 heures. Donc on voit que plus on est proche, plus c'est grand. Donc on ne voit pas très bien les chiffres, mais c'est de l'ordre de 200 nanotesla. Et puis sur Ganymède, on a une variation qui va jusqu'à 80 nanotesla. Et sur Callisto, on a une variation qui va jusqu'à 40 nanotesla. Donc ça, c'est la partie juste, la variation liée à Jupiter. Et donc lors des survols proches de Europe, Ganymède et Callisto, la sonde Galileo avait un magnétomètre et a mesuré très précisément le champ magnétique. Et on s'est rendu compte que le champ magnétique, au voisinage, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais au voisinage de ces lunes, on a observé une anomalie du champ magnétique qui a pu être interprétée comme la présence d'une couche conductrice à l'intérieur. Donc à partir de en modélisant la réponse d'induction de l'intérieur d'Europa, on a pu déterminer quelle devait être l'épaisseur de cette couche conductrice, quelle devait être la conductivité de cette couche conductrice. Et le meilleur candidat pour expliquer les variations de champ magnétique qui ont été observées était une couche de sel, d'eau salée, avec une composition relativement proche de la composition des océans terrestres. Donc là, c'était une preuve assez directe qu'il y a bien une couche liquide à l'intérieur d'Europa. Par contre, on ne sait pas exactement quelle profondeur. Donc ça, c'est pour Europa. Et étonnamment, donc on s'y attendait qu'il y ait un océan sur Europa, mais on ne s'attendait pas à observer également un océan dans les autres lunes, les plus grosses lunes, qui ont une surface beaucoup plus ancienne et qui n'indiquaient pas d'activité très intense à l'heure actuelle. Et en fait, le premier objet sur lequel on a observé un champ magnétique, c'était Callisto. Donc Callisto, c'est une des lunes de Jupiter. Et quand on regarde la surface de Callisto, on n'a que des cratères. On a l'impression qu'il n'y a vraiment aucune activité. Et on s'est rendu compte que Callisto, finalement, on avait bien un champ magnétique. Et quand on faisait ce même type d'analyse, on s'est rendu compte qu'il y avait un océan salé en profondeur. Et ça a été une autre grande découverte de la mission Galileo. Et puis sur Ganymède, en fait, il y a eu une ambiguïté pendant de nombreuses années, parce que Ganymède, il a quelque chose de très atypique, c'est que lui, il génère son propre champ magnétique. Donc c'est un des rares corps dans le système solaire qui a un effet dynamo actif dans son intérieur. Donc sur Ganymède, on pense qu'il y a un noyau de fer en profondeur qui est animé par des mouvements qui permettent de faire un champ magnétique, comme de la même manière qu'on a le champ magnétique qui est généré sur Terre dans le noyau terrestre de la Terre. Donc sur Ganymède, on a ce champ magnétique, ce qui fait qu'on avait du mal à voir les inductions magnétiques qui pourraient être liées à une couche conductrice à l'intérieur. Et finalement, ça a été prouvé
par une observation un peu indirecte, et c'était grâce au télescope Hubble. Donc vous allez me dire comment on a pu, à partir du télescope Hubble, voir qu'il y avait un champ magnétique induit sur Europa. En fait, c'est en observant précisément les émissions UV de Ganymède, donc, ce qui est possible avec le télescope Hubble. Et les scientifiques qui ont étudié les émissions UV se sont rendus compte qu'il y avait une modulation des émissions UV, ce qui veut dire qu'il y a une modulation des aurores polaire sur Ganymède qui indiquait qu'il y avait une modulation temporelle du champ magnétique. Et la seule manière d'avoir une modulation temporelle du champ magnétique est d'avoir un effet d'induction créé par Jupiter. Donc là, on avait la preuve qu'il y a bien un océan sur Europa, et ça date de uniquement 2015. Donc ça, c'est pour... On sait qu'il y a des océans d'eau liquide. Maintenant, on veut savoir à quelle profondeur ils se trouvent et comment est structuré l'intérieur de ces lunes. Donc pour ce faire, on utilise d'autres données géophysiques qui sont le champ de gravité et la topographie et la forme de l'objet. Donc si on avait un sismomètre, on mettrait un sismomètre sur ces lunes et on saurait exactement quelle est la profondeur. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment se poser sur ces lunes. On ne va pas poser tout de suite un sismomètre sur Europa ou sur Ganymède ou sur Callisto. On va peut-être poser un sismomètre l'année prochaine sur Mars, donc on aura des premières données sismologiques. Mais en dehors de Mars, de la Lune et de la Terre, on est incapable de poser un sismomètre. Donc le seul moyen d'avoir des informations sur la structure interne, c'est d'utiliser d'autres types d'informations comme le champ de gravité et la forme. Donc pour le champ de gravité, on utilise justement le passage de ces sondes spatiales à proximité de la Lune pour avoir des mesures très précises du potentiel gravitationnel. Donc ça se fait en faisant ce qu'on appelle un suivi de Doppler de la sonde. On regarde exactement le signal radio que la sonde nous envoie vers la Terre. Donc ça, on utilise les grandes antennes. Donc là, c'est un exemple avec Cassini, mais ça marche pareil avec Galileo. Donc on reparlera après de Cassini. Et sur Terre, on a des gros radiotélescopes. Donc là, vous avez un exemple de réseau qu'il y a au niveau des États-Unis. On a également à Madrid et on a en Australie, qui permettent de faire un suivi permanent de ces sondes. Et à partir de la mesure du signal radio qui arrive de cette sonde, on peut mesurer précisément sa vitesse relative par rapport à la Terre. Donc à partir de la vitesse relative par rapport à la Terre, on en redéduit sa trajectoire, et à partir de cette trajectoire, on en déduit le champ gravitationnel dans lequel elle est passée. Et on peut mesurer très précisément le champ gravitationnel des objets. Mais on mesure les degrés principaux, donc c'est le degré 2 uniquement. Sur Terre, on connaît le champ gravitationnel jusqu'au degré 200 ou 300. Sur ces lunes-là, on n'a que quelques survols, donc c'est jusqu'au degré 2. Mais déjà à partir de ça, on peut tirer une information sur le moment d'inertie de la Lune, et à partir de là, on en tire une information sur la distribution en densité dans la Lune, et donc on peut donner quelques premières informations sur la structure interne de la Lune. Et après, il faut qu'on utilise les connaissances que l'on a sur les matériaux que l'on pense être présents à l'intérieur de ces lunes. Donc, comme je vous ai dit, on sait qu'en surface, il y a de la glace d'eau. Et on imagine que la glace d'eau va être répartie sur une certaine profondeur. Et en profondeur, on attend avoir de la roche silicatée et du fer, comme tous les autres objets du système solaire. Donc ça, on ne sait pas exactement quelle profondeur. Et justement, on utilise ces données sur la densité de la planète et sur le moment d'inertie pour essayer de donner les épaisseurs types et donner des ordres de grandeur. Donc ça, c'est juste pour vous représenter une caractéristique très particulière de la glace d'eau, c'est qu'elle a une courbe de fusion qui est inversée par rapport à tous les types de matériaux. La plupart des matériaux, quand on augmente la pression, il faut augmenter la température pour les fondre. Dans le cas de la glace d'eau, si on augmente la pression, ils fondent plus facilement. Donc, ça explique cette courbure ici de la glace d'eau. Et une autre particularité aussi de la glace, de l'eau et de la glace d'eau, c'est que sa phase solide est moins dense que sa phase liquide. La plupart des matériaux, si on prend du fer liquide, si on le cristallise, sa phase solide va être plus dense, elle va avoir tendance à tomber. Dans le cas de l'eau, la phase solide a tendance à monter. C'est pour ça qu'on peut avoir de l'eau liquide sous une croûte de glace. Et c'est même une particularité qui permet de préserver de l'eau liquide pendant très longtemps à l'intérieur d'un objet. Donc si on regarde dans le cas d'Europe, on se rend compte que si on va progressivement en profondeur, à une certaine profondeur, on peut atteindre la température de fusion de l'eau et avoir de l'eau liquide. Et puis on va un tout petit peu plus profond, on arrive à un certain moment, on va atteindre la profondeur à laquelle on va avoir des roches. Et donc on va avoir de l'eau liquide directement en contact avec des roches. Donc comment on sait à quelle profondeur est cette roche? C'est justement en utilisant les informations sur la densité. Donc la densité nous dit que c'est à peu près 3. Donc c'est une lune qui est en gros de la roche avec un petit peu d'eau au-dessus. Et puis on a le moment d'inertie qui va nous dire que c'est plus ou moins stratifié. Donc juste pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces moments d'inertie pour une sphère, si c'est une sphère qui est purement homogène, le moment d'inertie va valoir 0,4. Et si c'est une sphère qui est qui a une distribution, une concentration de masse très importante vers le centre, on va tendre vers 0,3, on pourrait avoir même plus, mais ça n'existe pas dans le système solaire. Donc l'objet le moins stratifié, c'est par exemple la Lune, qui va être proche de 0,38.
alors qu'un objet comme Europe a 0,347. Donc à partir de cette information, on peut dire la taille du noyau, et on peut dire s'il y a de la roche, et puis on peut dire également s'il y a un noyau de fer et quelle peut être à peu près la taille du noyau de fer. Donc ça, c'est dans le cas d'Europa. Si on prend les lunes beaucoup plus grosses comme Callisto et Ganymède, on a une fraction de glace d'eau qui est encore plus grande. Parce que si on regarde la densité moyenne, on est à 1940, ce qui veut dire qu'on a à peu près la moitié de glace d'eau et la moitié de roche. Donc ça veut dire qu'on a un manteau de glace qui est très 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 épais. Et une particularité du diagramme de phase de l'eau, c'est que si on continue à rentrer en profondeur, donc on a des pressions de plus en plus élevées, au bout d'un moment, on va recroiser à nouveau la courbe de cristallisation de la glace d'eau et on va former une nouvelle phase de glace qui s'appelle la phase de glace haute pression. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que justement, c'est une caractéristique de ces grosses lunes, c'est que sous cet océan, on ne va pas avoir directement un contact avec la roche, mais on va avoir un contact avec de la glace à haute pression, qu'on appelle des glaces haute pression. Donc c'est ce qui correspond ici à ce petit manteau à ce gros manteau de glace. Donc dans les cas des grosses lunes, on a un océan qui va être piégé en sandwich entre deux couches de glace, alors que dans les petites lunes, on a un océan qui est directement en contact avec la roche, de manière un peu analogue à ce qu'on a sur le système terrestre. Donc voilà, c'était pour vous présenter les structures de manière générale. Donc à partir de ces différentes informations qui ont été collectées par Galiléo, on pense maintenant que les lunes d'Europe, Callisto, Ganymède ont tout un océan, et la structure interne, elle est plus ou moins stratifiée, et on a des océans qui sont plus ou moins importants. Donc ça, c'est juste une idée de la structure interne, mais on voit que sur toutes ces lunes, on pense qu'il y a cet océan. Donc sur Europe, on pense que c'est peut-être qu'à simplement 15 ou 20 km de profondeur qu'on pourrait avoir cet océan. Donc ça reste pour le moment que des spéculations. Pas des spéculations, mais c'est le maximum d'informations qu'on peut dire sur les océans. Donc le seul moyen d'apporter vraiment des contraintes plus précises sur l'état, on va dire, la composition de ces océans et l'état physico-chimique, physique et thermique de ces océans, c'est de retourner autour de Jupiter et de faire des mesures encore plus précises que ce qu'avait fait Galiléo. Et c'est justement ce qui est en train de se préparer à l'heure actuelle. Donc du côté européen et du côté américain, on a des missions qui sont en cours de développement. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir participer à ces missions. Donc du côté américain, il y a une mission qui s'appelle le NASA Europa Clipper, qui a pour objectif de donner les caractéristiques physiques et chimiques de l'océan. Donc cette mission, ça sera encore une mission de survol, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre en orbite autour d'Europa, on va juste faire des survols, on va faire une quarantaine, une cinquantaine de survols avec des instruments dédiés pour mesurer très précisément, donner des indices assez précis de l'épaisseur de la couche de glace. Donc je vais vous montrer par la suite comment on peut le faire. Donc une fois qu'on aura l'épaisseur précise de la couche de glace, ça nous donnera des indices précis sur la quantité d'énergie qui est à l'intérieur d'Europa et donc sur la possibilité qu'il y ait suffisamment d'énergie pour avoir une activité favorable au développement d'une vie extraterrestre. On en est très loin de pouvoir déterminer s'il y a des signatures de vie extraterrestre sur Europa, mais la première étape, c'est déjà de déterminer quelle est la composition de cet océan et quelles sont les caractéristiques physico-chimiques de ces océans. Donc c'est ce que fera Europa Clipper, qui partira entre 2022 et 2024, qui devra arriver vers 2028-2030 autour de Jupiter. Donc il faut encore attendre un certain temps. Et puis dans une deuxième phase, quelques années plus tard, la NASA prévoit d'envoyer un atterrisseur, donc un lander sur Europa. Et ça, c'est encore un projet qui est en étude et qui permettra là de vraiment chercher des signatures d'activité biologique, qui aura pu des biosignatures qu'on pourrait retrouver à la surface d'Europa. Donc pour le moment, pour y arriver, il va falloir déjà définir quel est le meilleur endroit sur Europa où il faut se poser. Et c'est Europa Clipper qui permettra de répondre. Pour le moment, on n'a pas suffisamment d'informations pour vraiment définir un site d'atterrissage qui serait propice pour ce type de détection. Donc ça sera pour le futur. Alors juste pour vous montrer un exemple, comment on va essayer de contraindre la structure de l'océan d'Europa. L'idéal serait de faire un trou et d'aller prendre un échantillon. Ce qui est très difficile, surtout si c'est 15-20 km. On ne le fera pas tout de suite. Peut-être dans le siècle prochain, il y aura des missions de forage et qui ira vraiment étudier l'océan. Donc, pour y arriver, on va utiliser tous les instruments géophysiques qui sont à bord d'Europa Clipper et qui va nous permettre de converger vers une composition d'océan. Donc, c'est juste pour vous montrer en gros comment on peut le faire. On va utiliser les mesures de champ de gravité, les sondages radar, les mesures de... Alors, libration, c'est de la rotation. À partir de ça, on peut en définir l'épaisseur de la couche de glace, les propriétés de rigidité de la couche de glace. On va rajouter toutes les mesures du champ magnétique qui vont nous donner de manière très précise la composition en électrolytes de cette couche liquide, la profondeur de cette couche liquide. On va combiner ça avec la mesure du champ de gravité, mais statique, qui va nous donner le profil 1D, mais de manière plus précise que ce qu'on a vu avant, ainsi que les variations de l'obliquité de la Lune. Bon, bref, tout ça, on combine tout ça. On arrive à
une indication sur la densité de l'océan. Donc ça, on ne donne pas directement la composition. Ensuite, on utilise toutes les informations qu'on va avoir sur la composition en surface, sur les grains qui peuvent être émis de la surface et être collectés par la sonde Galileo, Europa Clipper, sur la composition de surface avec les spectromètres infrarouges et la composition des gaz qui peuvent être émis de la surface d'Europa. Et à partir de ça, on va tout recombiner ces informations et donner une première estimation de la composition de l'océan d'Europa. Donc il faut attendre, ce sera peut-être en 2030. Donc maintenant, si on va sur l'autre lune, Ganymède. Tout à l'heure, je vous ai dit, sur Ganymède, on a un océan, on a une couche de glace très très importante sous l'océan, ce qui veut dire que les échanges entre la partie rocheuse et l'océan pourraient être très limités. Et en fait, grâce à des simulations qu'on a faites dernièrement, donc avec des collègues à Nantes, donc Gaël Choblet, puis une ancienne étudiante qui est maintenant à l'université Charles de Prague, Klara Kalusova, nous avons essayé de simuler les transferts de chaleur et de matière à travers de ce manteau de glace, pour essayer de répondre à la question, est-ce que c'est une barrière à des échanges chimiques ou est-ce que ça peut être finalement assez favorable à des transferts de matière. Et on s'est rendu compte en simulant cette dynamique, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est juste pour montrer ici que le seul moyen de transférer la chaleur depuis l'intérieur vers l'extérieur, c'est d'avoir une fusion de la glace et de transport d'une grande quantité d'eau liquide depuis la base de la couche de glace jusqu'au sommet de l'océan. Donc ici, vous avez une sorte de grande colonne, une sorte de grande conduit, dans lequel on a des remontées d'eau liquide à travers la couche de glace. Et en fait, on s'est rendu compte que même si l'océan est tout en haut, eh ben, à la base de cette couche de glace, on a en permanence une sorte de petite couche liquide qui interagit avec les roches et qui est ensuite conduit le long de grands conduits de cheminée jusqu'à l'océan. Donc finalement, on s'est rendu compte que les interactions fluide-roche, qui sont aussi un élément clé pour essayer de déterminer l'habitabilité d'un océan, eh ben, ils étaient probablement très actifs, même dans une lune comme Ganymède, et pourraient être très actifs pendant très très longtemps. Donc ça rend un environnement comme Ganymède finalement peut-être plus habitable que ce qu'on imaginait auparavant. Donc là, encore une fois, Ganymède, on va continuer à faire des modèles. Moi, j'ai 10 ans devant moi pour faire des modèles. On va continuer, on va pas s'arrêter, mais on ne pourra pas vraiment répondre tant qu'on n'aura pas des nouvelles données. Donc les prochaines vagues de données, là, elle sera acquise grâce à une autre mission qui va être envoyée en parallèle de la mission Europa Clipper et qui, elle, est faite par l'Agence spatiale européenne et qui s'appelle le Jupiter Icy Moon Explorer, donc JUICE, en cours. Donc ça, c'est le design qui a été sélectionné et qui va être construit par Airbus Défense, donc, qui est en cours de développement à l'heure actuelle. Donc là, encore une fois, on sera pour un lancement prévu en 2022, avec une arrivée autour de Jupiter vers 2029 et une mise en orbite autour de Ganymède. Donc là, à la différence d'Europa Clipper, on va faire juste des survols d'Europa. Dans cette mission, on va faire des survols d'Europa, de Callisto et de Ganymède, et on va finir par se faire une mise en orbite autour de Ganymède. Donc ça sera la première fois qu'on a un engin spatial qui se met en orbite autour d'une lune du système extérieur. Et à partir de ces mesures, là encore une fois, on essaiera d'avoir des informations sur la structure interne, sur la présence d'eau liquide. Donc là, encore une fois, il n'y a pas une seule mesure qui va nous donner une réponse, c'est en combinant les différents types de mesures, notamment les déformations de marée qui font des variations de l'altimétrie et du champ de gravité, les variations de la rotation, les champs magnétiques, tout ça va nous donner des informations et on pourra commencer à donner des informations plus précises sur l'épaisseur de cet océan et sur sa densité, et donc donner des informations sur sa composition. Donc là, c'est pareil, il faut attendre. On aura la phase finale où on aura ces mesures très précises qui commencera vers fin 2032. Donc il faut être patient. Donc voilà pour le système de Jupiter. Donc c'est surtout des projets en cours d'élaboration. Donc maintenant, je switch vers le système de Saturne. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le système de Saturne, il est un peu plus loin et on a mis plus longtemps pour y arriver. Donc Voyager, elle a survolé également à peu près 1 an et demi après les survols de Jupiter, donc c'était en 1981. Et là, encore une fois, on a découvert des mondes très étonnants. Et parmi ces différents mondes, on a découvert notamment que Titan, la plus grosse lune de Saturne, elle avait une atmosphère relativement dense, avec une pression proche de la pression terrestre, une composition proche de la composition de l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire une atmosphère dominée par l'azote, donc le N2. Mais par contre, en deuxième constituant, Voyager a permis de montrer qu'il y avait du méthane. Donc ça, on le savait déjà avant, c'était détecté dès 1944. Là, on a eu des mesures plus précises de la proportion de méthane. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quelques pourcents de méthane dans l'atmosphère de Titan. Or, on est très loin du Soleil, ce qui fait que les températures sont extrêmement basses, jusqu'à moins 200 degrés Celsius. Et à cette température-là, le méthane peut se transformer sous forme de liquide. Donc à cette époque-là, on avait déjà imaginé qu'à la surface de Titan, sous cette couche de brume qui était très opaque, sur laquelle on a été incapable de voir la surface, peut-être qu'il y avait un océan d'eau liquide, pas un océan, un océan de méthane liquide, c'est-à-dire d'hydrocarbures liquides. Donc là, c'était l'idée qu'on avait en 1980. Un autre objet qui avait déjà surpris à l'époque de Voyager, c'était une petite lune de Saturne qui s'appelle Encelade.
et qui est vraiment très petite comparée à Titan. Donc tout à l'heure, j'ai peut-être oublié de vous montrer les différences de taille, mais c'est à peu près 10 fois plus petit que Titan. Donc c'est vraiment un objet très très petit. Et étonnamment, on s'est rendu compte que sur ce petit objet, on avait des surfaces cratérisées donc anciennes, donc un peu comme sur la plupart des lunes où il ne se passe pas grand-chose. Et finalement, il y avait une zone, notamment vers l'hémisphère sud, qui avait aucun cratère, donc qui indiquait qu'il y avait des processus de renouvellement actifs, en tout cas aux échelles de temps géologiques qui avaient été actifs assez récemment. Et déjà à cette époque-là, il avait été proposé par certains scientifiques qu'il y avait peut-être eu des éruptions qui avaient éjecté de la glace à la surface durant les derniers milliers d'années, peut-être les derniers millions d'années. Et finalement, comme vous allez voir par la suite, on n'était pas si loin que ça de la réalité. Donc voilà, donc ça c'était le statut en 1981. Donc là encore une fois, les premières découvertes par Voyager a motivé la communauté scientifique pour essayer de développer une nouvelle mission. Et donc, je vous ai parlé de la mission Galileo qui a commencé à se développer quelques années après. Pour la mission qui a suivi, qui s'appelle la mission Cassini-Huygens. Donc là, encore une fois, on l'a nommée en honneur des astronomes qui avaient fait les premières découvertes sur Saturne, c'est-à-dire Jean-Dominique Cassini et Christian Huygens. Et donc, dès 1982, c'est-à-dire un an après le survol de Voyager, il y a eu les premiers projets qui sont mis en place, et notamment une collaboration étroite entre l'Europe et les États-Unis pour proposer une mission ambitieuse qui a fini par aboutir à la mission Cassini-Huygens, donc qui est un module américain qui s'appelle Cassini, qui est la plus grosse partie de la mission, combiné avec un module européen qui s'appelait Huygens. Donc le module Huygens a pour objectif de se poser sur Titan, donc je vais vous montrer un petit film après qui montre ce qui s'est passé. Et la sonde Cassini avait pour objectif de faire une exploration du système de Saturne, un peu de manière similaire à ce qu'avait fait Galilée autour de Jupiter, sauf qu'à la différence près que cette fois-ci, on n'a pas prévu un parachute, pas un parachute, mais un parapluie qui se déploie pour l'antenne, on a mis une vraie antenne, rigide, et là, il n'y a pas de souci. Donc la sonde Cassini, elle avait une antenne de 4 mètres de diamètre, et ce qui en fait la plus grosse sonde qu'on a jamais envoyée dans le système solaire. Et elle fait 6,70 mètres de long, donc c'est vraiment un très gros bus. Donc vous avez probablement entendu parler de la sonde Cassini, parce qu'elle a fini sa mission de manière glorieuse il y a un mois, donc le 15 septembre 2017. Donc après avoir fait de nombreux survols des différentes lunes de Jupiter et de Saturne. Donc au total, elle a fait 270 orbite autour de Saturne, donc ça c'est juste une petite animation qui vous montre ce qu'elle a fait. Et puis vers la fin de sa mission, elle a fait quelque chose de très dangereux, c'est-à-dire qu'elle s'est rapprochée de plus en plus proche de Saturne, afin de mesurer de manière très très précise la composition de Saturne et de déterminer le champ de gravité de Saturne et des anneaux. Donc voilà, ça c'est la toute fin. Donc avant que je revienne sur Saturne, je fais une petite aparté pour vous rappeler ce qui s'est passé à la toute fin de cette mission. Donc on a eu 22 survols très très proches de Saturne, avec le dernier survol qui a fini par rentrer dans l'atmosphère de Saturne le 15 septembre 2017. Donc là, je vous montre une petite animation qui avait été préparée par la NASA pour présenter cet événement. Donc vous voyez la sonde Saturne qui se rapproche de plus en plus près. Cassini qui se rapproche de plus en plus près de Saturne, qui rentre dans l'atmosphère. Et en gros, entre le moment où elle est rentrée dans l'atmosphère et le moment où elle s'est désintégrée, il s'est passé à peu près 1 minute. Donc, et pendant ce temps-là, il y a eu des mesures qui ont été réalisées par les instruments à bord, notamment le spectromètre de masse, et qui a renvoyé les données vers la Terre en temps réel jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc ça s'est produit à 13h55 exactement. Là, on a reçu la fin du signal. Donc sachant qu'il faut à peu près 1h20 pour que le signal arrive sur Terre, donc elle est morte en réalité à 12h, à peu près 12h20, 12h25. Et puis on a eu le dernier bip de Cassini à 13h55 sur Terre. Donc ça, c'était la fin de Cassini. Et Cassini, c'était vraiment un projet énorme, parce que ça a duré déjà 13 ans et ça a permis d'acquérir des données phénoménales sur les lunes de Saturne. Et le premier grand événement, c'était 12 ans en arrière. Si on revient 2 ans en arrière, c'était l'atterrissage du module Huygens sur Titan. Pardon. Donc ça, c'est le module européen qui est arrivé sur Titan le 14 janvier 2005 et qui nous a apporté les toutes premières images de la surface de Titan. Donc là, vous voyez, ça c'est une animation, encore une fois, qui a été réalisée par la NASA, mais basée sur des vraies images. Et à l'endroit où Huygens s'est posé, on ne s'est pas posé dans du liquide. Donc on n'est pas tombé dans une mer de méthane liquide, mais par contre on est tombé à un endroit où on sait qu'il y a du liquide qui a coulé. Et on a vu notamment qu'il y avait des grandes rivières, comme ici, qui indiquaient qu'il y avait du méthane liquide. Donc là on est loin de l'eau liquide dont je vous parle, qui est plus en profondeur. Mais en surface, on a vu qu'il y avait des liquides et que ces liquides étaient même présents à grande échelle. Et par la suite, Cassini a permis d'observer de manière très détaillée toute la surface de Titan. Et elle a permis de révéler qu'il existait bien des zones liquides
toujours active sur Titan, mais plus au niveau du pôle Nord. Donc ça, c'est une vue qu'on a reconstituée au laboratoire à Nantes en se basant sur les données radar qui ont été acquises par la sonde Cassini. Et vous pouvez voir que ça, c'est une des grandes mers qui est au niveau du pôle Nord. Et on sait qu'il y a plusieurs grandes mers qu'on ne voit pas ici, mais qui sont ici au niveau du pôle Nord, qui sont alimentées par des pluies de méthane. Et on a pu observer notamment ce grand système nuageux au moment de l'équinoxe. Et puis ça, c'est la reconstitution du réseau de rivières qui ont été observées par Huygens au cours de la descente. Donc juste ça, c'est pour montrer qu'il y a un système actif sur Titan, basé sur le méthane, qui est très analogue du système du cycle de l'eau qu'on a sur Terre, mais ça, c'est sur le méthane. Donc ça, c'est pour ce qui se passe en surface. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce qui se passe en profondeur. Donc sur Galiléo, je vous ai dit, on a détecté la présence d'un océan en profondeur grâce au champ magnétique. Sur Saturne, on n'a pas la bonne configuration, les inductions magnétiques sont trop faibles, et en plus, Titan a une atmosphère, on ne peut pas le voir. Et finalement, c'est une autre mesure qui n'était pas attendue, qui a permis de démontrer, de montrer pour la première fois qu'il y avait un océan en profondeur sur Titan. Et c'était une mesure qui a été réalisée par le module Huygens lors de sa descente. Donc sur le module Huygens, il y avait différents types d'instruments, et parmi ces instruments, il y avait le Plasma Wave, je ne sais plus comment il s'appelle, PWA, qui mesurait justement les ondes électriques et les ondes plasma dans l'atmosphère de Titan. Et en descendant, ce module a mesuré qu'il y avait une anomalie de champ électrique et qui a été interprétée comme un effet de résonance entre deux conducteurs. Donc on sait qu'à haute altitude, il y a une ionosphère. Sur Terre, vous avez également cette ionosphère qui est conductrice. Et donc sur Terre, on peut avoir ce type de résonance de champ électrique. Et sur Titan, on a observé une sorte de résonance qu'on appelle une résonance de Schumann. Donc ça prouvait qu'en dessous, il y avait un conducteur électrique. Donc à partir de cette mesure, on a pu... l'équipe qui était sur Huygens a pu essayer d'estimer la profondeur de ce conducteur et la conductivité. Et là, encore une fois, c'était compatible avec un océan salé chargé un océan d'eau liquide chargé en sel. Et puis finalement, quelques années plus tard, on a eu la confirmation grâce à une autre mesure, qui a été une mesure du champ de gravité de Titan. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'à partir du champ de gravité, on peut déterminer la structure en densité. Mais si on mesure de manière très précise le champ de gravité, on peut aussi voir les variations temporelles. Et les variations temporelles dans ce type d'objet, elles sont principalement liées aux forces de marée. Donc je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais au cours de l'orbite autour de Saturne, les lunes de Saturne, elles subissent des variations de force de marée, ce qui va entraîner une déformation de leur intérieur. Et si cette déformation est suffisamment grande, on peut la mesurer, on peut la quantifier en mesurant précisément le champ de gravité. Dans le cas de Titan, cette déformation, elle est très très importante. Elle est de l'ordre de 10 mètres, si on transpose en altitude. Donc tous les jours sur Titan, on s'élève de 10 mètres et on descend de 10 mètres. Donc peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais tous les jours, vous vous élevez de 50 cm et vous redescendez de 50 cm, à peu près. Donc vous connaissez tous les marées océaniques, mais en fait, la Terre elle-même, la partie solide, se déforme également, et c'est de l'ordre de 50 cm. Donc là, vous êtes en train de peut-être monter de 50 ou de descendre. Il faut attendre, dans 6 heures, vous allez dans l'autre sens. Et bien sur Titan, c'est 10 mètres, et ce mouvement, on peut le quantifier à partir du champ de gravité. Et ça, c'était une preuve qu'il y avait bien un océan en profondeur, parce que s'il n'y avait pas d'océan en profondeur, le déplacement serait de quelques centimètres, et il ne serait pas perceptible dans le champ de gravité. Le fait qu'il soit perceptible dans le champ de gravité, c'est qu'il est de plusieurs mètres, et donc il y a bien une couche liquide en profondeur. Donc ça, c'était la preuve. Et on a même pu donner des précisions sur la densité de cet océan et commencer à donner quelques précisions sur la teneur en sel. Donc ils se sont rendus compte qu'il était probablement très dense, et donc il était très très riche en sel, étonnamment. Donc voilà, ça c'était le contexte qu'on connaît sur Titan. Et puis après, il y a toutes les questions qui restent en suspens. C'est savoir, est-ce on sait qu'il y a un océan sur Titan, on sait qu'on a ce cycle du méthane très riche dans l'atmosphère de Titan, et en plus on sait, grâce à Cassini et à Huygens, qu'il y a une production de molécules organiques relativement complexes qui se produit dans toute l'atmosphère et qui va sédimenter à la surface de Titan. Donc la question qui reste en suspens, c'est de savoir, est-ce que toute cette matière organique qui est présente à la surface de Titan est capable d'interagir avec cet océan d'eau salée. Et si elle est capable d'interagir, qu'est-ce qui peut se produire? Est-ce qu'on pourrait avoir des débuts, on va dire, de la chimie probiotique qui se met en cours? Tout ça, ça va rester de la spéculation tant qu'on ne retournera pas sur place et qu'on n'ira pas quantifier ça précisément. Et pour le moment, on ne sait pas quand on retournera sur Titan. Donc ça, c'est juste un schéma qui vous montre en gros on va dire, toute la motivation que l'on a dans la communauté scientifique pour retourner sur Titan. Donc depuis 2007, on a commencé avec des collègues américains, européens, à proposer différentes missions. Et puis pour le moment, il n'y en a aucune sélectionnée. Donc les toutes dernières qui ont été proposées, c'est une mission européenne qui s'appelle Explorer of Enceladus on Titan, qui probablement ne sera pas sélectionnée, on le sait déjà. Et puis du côté américain, il y a différents projets qui sont en cours de sélection, donc on peut espérer qu'il y aura peut-être un qui partira dans les mois, qui sera sélectionné dans les mois qui viennent. Mais pour le moment, aucun projet, donc il faudra peut-être attendre
encore 20 ans avant de retourner sur Titan. Et puis pour finir, je finis avec le petit bijou, on va dire, du système solaire, qui est cette petite lune qui s'appelle Encelade, je pense sur lequel peu de personnes auraient parié il y a 10 ou 15 ans, et finalement qui s'est révélée une des plus grandes surprises de ces dernières années. Donc sur Encelade, je vous ai dit, au moment de Voyager, on avait des indices qu'il s'était passé une activité atypique. Il y avait eu des suggestions qu'il y avait peut-être eu des éruptions, des processus de renouvellement de la glace en surface qui s'est passé relativement récemment à l'échelle des temps géologiques. Et bien finalement, on s'est rendu compte que c'était encore plus récent que ça, c'est-à-dire que ça se produisait maintenant. Et donc ça, c'était les observations qui ont été réalisées par Cassini en 2005. Donc Cassini, c'est une image qui a été prise après 2005, mais bon, ça c'est pas grave pour cette image-là. Mais dès 2005, lors des premiers survols de Encelade, on s'est rendu compte qu'il y avait une anomalie du champ magnétique qui suggérait qu'il y avait une atmosphère autour d'Encelade, ce qui était impossible pour un objet aussi petit. Et finalement, en passant plus proche d'Encelade, on a compris, grâce aux différents instruments qui sont sur Cassini, qu'en fait cette anomalie était générée par un panache de grains de glace et de vapeur qui étaient émis au niveau du pôle sud. Donc là, vous avez une image d'assez bonne résolution qui a été prise par la caméra ISS, qui a bien révélé qu'il y a bien ce panache, et que ce panache, il est relié à des grandes fractures au niveau du pôle sud, sur lesquelles on a pu même mesurer la chaleur interne qui sortait. Donc on sait qu'il y a une grosse anomalie thermique ici. Donc vous voyez que localement, on peut avoir la température. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, les températures moyennes à la surface d'Encelade, c'est à peu près 70 Kelvin, donc moins 200 degrés Celsius. Et localement, à l'endroit où on a ces fameux jets, on peut atteindre peut-être 0 degrés Celsius. Et on a compris également que les jets d'Encelade étaient capables de générer un anneau qui était assez mystérieux autour de Saturne, qui s'appelait l'anneau E, qui était assez énigmatique depuis l'émission Voyager. On a compris que c'était bien Encelade qui émettait ces grains de glace. Donc là, je vous montre une petite animation qui a été faite pour la NASA, qui a montré en fait ce qu'a fait Cassini. Donc l'avantage de ces grains, donc on a eu une éruption, déjà on pourrait dire, bon, c'est génial, on a une éruption sur Encelade et on peut la mesurer en temps réel. Et ce qui est encore plus fantastique, c'est qu'on peut passer on a pu passer avec Cassini dans ces grains et dans ces vapeurs d'eau, ces vapeurs d'eau, et mesurer précisément la composition. Donc pour la première fois, on a eu des passages, donc ça c'est une animation qui montre ce qui s'est produit lors du survol de 2015, qui a été le survol le plus proche, où on est passé à 25 km de la surface en traversant ces jets. Et à partir de cette analyse, on a pu avoir un accès direct à la composition d'Encelade. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'on a eu un accès direct probablement à des matériaux qui venaient d'un océan d'Encelade. Donc on l'a pas compris au début, lors des premières analyses, mais au fur et à mesure de l'acquisition des données Cassini, on a compris que ces jets étaient directement reliés à un océan à faible profondeur sous la croûte de glace. Et donc là, pour la première fois, on a eu accès à un échantillon d'océan extraterrestre. Donc c'était la première fois. Donc on a pu voir qu'il y avait des sels. Donc ça, c'est le détecteur de poussière qui était sur Cassini, qui était prévu pour analyser les grains qui sont autour des anneaux de Saturne, pas du tout prévu pour mesurer ça. Et finalement, il a détecté des sels, notamment du sodium, du potassium, avec des rapports sodium sur potassium qui sont relativement proches des rapports qu'on a dans l'océan terrestre. Et on a également pu détecter différentes molécules dans la phase gazeuse de ces jets. Et parmi ces molécules, on a détecté notamment des molécules organiques relativement complexes. Donc on n'a pas pu les détecter directement. Mais en fait, l'équipe qui travaille sur le spectromètre de masse s'est rendu compte que suivant la vitesse à laquelle Cassini traversait les panaches, on n'observait pas les mêmes molécules organiques. Donc ils en ont déduit que c'était des molécules organiques plus compliquées, qui étaient fragmentées lors des passages. Et donc qu'on avait probablement toute une palanquée de molécules organiques très très compliquées et qui sont dans les panaches. Et maintenant, on a quelques indices, bon, je ne peux pas trop en parler pour le moment, mais dans les grains de glace, on aurait détecté des macromolécules, donc qui indiquent qu'il y a vraiment des molécules organiques très complexes. Et un autre point, c'est qu'on a eu une autre... Donc déjà, ça, c'est fantastique, on a un accès à un océan. Et en plus, là, on a eu accès à des indices indirects qui avaient une activité hydrothermale active au fond d'Encelade. Donc ça a été des mesures un peu... c'est pas des mesures directes, donc ça va être compliqué de vous expliquer en détail, mais en fait, on a détecté des nanoparticules de silice, alors pas autour d'Encelade, pas dans les anneaux E, mais très très loin de Saturne. Et c'est quand Cassini est arrivé en 2005, elle a détecté une sorte d'anomalie de particules, des nanoparticules de silice. Et il a fallu 10 ans pour comprendre d'où elles venaient. Donc au fur et à mesure de la mission, on a compris que leur origine, c'était l'anneau E. Et vu que l'anneau E était alimenté par Encelade, elle devait provenir d'Encelade. Et qu'on a essayé, les scientifiques qui ont travaillé sur cette question, ont essayé de trouver quel processus pouvait former ces nanoparticules de silice, se sont rendu compte que le meilleur contexte, c'était un système hydrothermal. Et en faisant des manips en laboratoire, ils ont pu quantifier la température et le pH de l'eau qu'il fallait pour avoir
ces nanoparticules. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait avoir de l'eau qui circulait en profondeur dans le noyau rocheux d'Encelade et qui circule à peu près à 100 degrés Celsius et qui soit émis après brutalement dans l'océan. Et lors de l'émission de cette eau chaude, ici, on pouvait fabriquer ces nanoparticules qui étaient ensuite advectées jusqu'en haut de l'océan et émis dans l'atmosphère. Pas dans l'atmosphère, mais dans l'espace. Donc ça, c'était une première indice. C'était en 2015. Et lors du dernier survol d'Encelade, il a également été planifié d'essayer de détecter de l'hydrogène, parce qu'on savait que s'il y avait des altérations, un système hydrothermal actif sur Encelade, on pourrait peut-être mesurer la présence d'hydrogène. Et ça a été mesuré également par la sonde Cassini lors de son dernier survol. Donc on a eu la preuve, une deuxième confirmation qu'il y avait probablement une activité hydrothermale. Et puis au fur et à mesure de la mission, on s'est rendu compte qu'effectivement, cette activité hydrothermale elle permettait d'expliquer à peu près toutes les caractéristiques d'Encelade. Donc grâce aux données de forme et de champ de gravité, donc j'ai parlé tout à l'heure, c'est à partir de ça qu'on peut avoir des informations sur la structure interne. Et si on commence à avoir une description relativement précise, on peut même donner des informations sur les variations d'épaisseur de la couche de glace. Donc ça, c'est des études qu'on a fait avec mes collègues à Prague. On a essayé de déterminer précisément l'épaisseur de la couche de glace en fonction de la position sur le globe. Et on s'est rendu compte qu'au niveau du pôle sud, on avait peut-être qu'une couche de glace qui faisait que 2 à 4 km d'épaisseur, c'est-à-dire vraiment très proche. Donc 2 à 4 km d'épaisseur, pour vous donner une échelle de comparaison, c'est la même épaisseur que la calotte polaire antarctique, où on a entre 3 à 4 km d'épaisseur, et au fond de ces 2, 3, 4 km d'épaisseur, on a des fois des lacs subglaciaires. Sur Encelade, on a à peu près la même épaisseur. Et on s'est également rendu compte qu'il y avait des anomalies thermiques encore plus fortes que ce qu'on imaginait, et ce qui a bien prouvé que la couche de glace était vraiment très très fine et que l'eau était probablement à faible profondeur. Donc voilà, donc à partir de toutes ces observations-là, on a essayé de comprendre comment Encelade pouvait générer son activité hydrothermale et maintenir cet océan actif et ces trucs hydrothermales. Donc ça, c'est une toute dernière étude qu'on vient juste de finaliser avec mon collègue Gaël Choblet, donc qui va être publié dans à peu près 3 semaines, et qui permet d'expliquer physiquement comment on a pu générer cette activité et comment on peut maintenir Encelade actif avec un système des activités hydrothermales au fond d'Encelade depuis peut-être des centaines de millions d'années, voire même des milliards d'années. Donc c'était en supposant que l'intérieur d'Encelade, vu que c'est un très petit corps, on n'a pas suffisamment de compaction, ce qui fait que les grains qui sont à l'intérieur restent très poreux. Et donc on peut avoir une circulation très active de l'eau à l'intérieur. Et par les effets de marée, on peut réchauffer cette circulation d'eau chaude. Et ça se traduit par la formation de panaches d'eau chaude très localisées. Et on a pu constater que quand on simule ça en 3D, donc là c'est une représentation en 3D, tous ces panaches s'organisent de manière très symétrique et sont principalement au niveau des pôles. Donc on a des gros hotspots qui sont générés ici, donc ça c'est le pôle sud, au niveau du pôle sud, et on peut expliquer pourquoi on a toute cette activité qui arrive au pôle sud. Et on peut expliquer comment on a atteint 100 degrés. Donc voilà, c'est le premier modèle qui explique un peu tout ce qui se passe sur Encelade. Donc voilà le statut pour le moment. Donc là, la prochaine étape, ça va être... sur Encelade, on arrivait à un degré différent des autres lunes. Sur les autres lunes, on ne connaît pas encore la composition de l'océan. Sur Encelade, avec Cassini, on a la composition de l'océan, on a l'estimation de la chaleur qui est produite à l'intérieur, on a la présence quasi certaine de macromolécules. Donc en gros, on sait que c'est un environnement habitable. Donc la dernière question qui reste à répondre pour Encelade, c'est est-ce que c'est habité? Et ça, c'est la prochaine vague d'exploration qui nous permettra d'apporter un nouvel élément. Donc ça, il y a 2 missions qui ont été proposées. Donc, du côté européen, auquel j'ai pu participer, mais on sait que l'ESA ne va pas donner suite à cette mission. Et puis du côté NASA, il y a 2 missions en réalité. Donc là, je vous en montre une, auquel je connais un petit peu ce qui est fait dedans, qui s'appelle Enceladus Life Finder. Donc directement dans le titre, c'est annoncé clairement que le but, c'est de déterminer la présence de vie sur Encelade. Donc je ne dis pas qu'on va trouver la vie sur Encelade, mais en tout cas, s'il y a un objet dans le système solaire sur lequel on peut tester cette hypothèse, c'est Encelade qui en fait partie. Donc on n'aura pas directement dans les grains d'Encelade, on ne pourra pas détecter de micro-organismes, que les grains sont trop petits, mais par contre on peut déterminer la composition des macromolécules, voir si elles ont été modifiées par des processus biologiques et commencer à donner des indices plus précis de cette potentielle activité. Donc juste pour conclure, ce qu'on s'est rendu compte avec l'exploration des lunes du système solaire, c'est que finalement, ce qu'on appelait la zone habitable jusqu'à maintenant, donc juste pour vous rappeler, c'est quoi la zone habitable? La zone habitable, c'est la distance à une étoile dans laquelle on considère que l'eau peut être à l'état liquide en surface. Donc classiquement, la Terre fait partie de cette zone habitable. Mars est juste à la limite de la zone habitable, ils sont même un petit peu dedans. Vénus, c'est pareil, un peu limite. Donc la Terre est juste dans la bonne zone habitable. Si on change la taille de l'étoile, cette zone habitable va changer parce que la luminosité de l'étoile change. Et finalement, on s'est rendu compte que peut-être au-delà de ce qu'on appelle la zone habitable, des habitats de surface, au final, il y a peut-être également plein de corps qui peuvent développer des habitats profonds
Et finalement, la zone habitable, elle peut être étendue à l'infini, quasiment. À partir du moment qu'on a suffisamment d'énergie à l'intérieur, on peut maintenir de l'eau liquide et donc potentiellement rendre habitable. Donc après, vous allez me dire, oui, ok, c'est très bien, mais si on n'y a pas accès, ça ne sert pas à grand-chose de le savoir, c'est vrai. Sauf qu'on a un corps, en tout cas, sur lequel on a facilement accès, c'est Europe, pas Europe, Encelade. Et on peut envisager que Europa sera un autre objet sur lequel on pourra avoir, en tout cas, des indices indirects d'activité, on va dire, d'activité biologique. Donc voilà pour conclure. Donc je vous laisse là-dessus en vous disant que je ne pourrai pas vous dire beaucoup plus de choses avant 2030. Donc si vous voulez me réinviter, attendez 2030 et je vous donnerai un peu plus d'informations. Donc, merci beaucoup, Gabriel. Nous avons bien eu raison d'inviter. C'était vraiment le bon timing, je pense, après la fin de la mission Cassidy. Nous avons quelques minutes pour des questions. Donc, qui veut bien? Moi, j'en ai des tonnes, donc je pourrais parler pendant des heures, mais je vais quand même donner la parole aux jeunes, peut-être, qui veulent peut-être se lancer dedans. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question. Comment ça se passe au niveau du dépouillement des données? Elles sont envoyées à tous les chercheurs qui souhaitent participer et après chacun décide ou se bat, j'imagine, pour avoir les données, ou alors c'est décidé dès le début? Alors il y a différentes... en fait, les données font partie de l'équipe scientifique qui est associée à un instrument. Par exemple, si vous êtes associé à une caméra, par exemple, ou je prends un exemple particulier. Moi, je suis associé à l'analyseur de poussière qui va être sur Europa Clipper. C'est-à-dire que pendant les premiers mois qui vont suivre l'acquisition des données, je ferai partie de l'équipe qui pourra travailler sur les données. Donc ça dure 6 mois. Et au bout de 6 mois, les données deviennent accessibles à tout public. Donc en fait, n'importe quelle personne dans le monde qui veut travailler sur les données d'une mission spatiale a accès à ces données au bout de 6 mois. Donc il y a juste une exclusivité pour l'équipe scientifique pour qu'elle ait le temps de faire fructifier justement tout le travail. Parce qu'il faut voir que ça prend, en général, quand on construit l'instrument, qu'on fait la conception de l'instrument, c'est 10-15 ans de travail. Donc en gros, on a 6 mois pour fructifier ces données. Et ensuite, elles passent dans le domaine public. Merci. Bonjour. Je me demandais ce qui était arrivé à la sonde Huygens qui a été envoyée sur Titan. Parce que vous avez parlé des mesures qu'elle a fait en descendant dans l'atmosphère, mais après, est-ce que sur la surface, elle a continué à faire des mesures Alors c'est vrai que je n'ai pas montré une seule image de la surface. J'aurais dû la montrer. Mais c'est parce que je voulais parler surtout de ce qu'il y avait sous la surface. Bon, je reviendrai autrement. Par contre, je peux revenir pour vous parler de la surface de Titan une autre fois. Mais alors ce qui s'est passé, c'est que pendant la descente, elle a descendu pendant à peu près 2h30. Elle s'est posée à la surface et ensuite ses batteries lui ont permis de survivre à peu près 2 heures à la surface. Donc on a eu des images de la surface de Titan, mais toujours le même panorama pendant 2 heures. Mais par contre, il y a eu des mesures également, par exemple, de l'évaporation de la surface, parce que le module Huygens était plus chaud que son environnement. Donc quand il s'est posé à la surface, il a entraîné une évaporation de la surface et on a pu détecter des différentes molécules qui sont sortis du sol de Titan, et donc on a pu voir que le méthane augmentait, bon, ça on s'y attendait, mais on a pu mesurer du cyanogène, je ne sais plus ce qu'il y avait, de l'éthène, il y avait différents types de gaz qui se sont désabsorbés du sol au fur et à mesure du temps. Donc ça a duré 2 heures. Après, au bout de 2 heures, Cassini en fait passait autour de Titan pour récupérer les données. Les données de Huygens n'ont pas pu être retransmises directement à la Terre, donc c'est Cassini avec sa grosse parabole qui a récupéré les données et ensuite qui les a renvoyées vers la Terre. Donc en gros, le temps où elle était visible depuis par Huygens, c'était quelques heures. Donc à un moment donné, elle est passée au-delà de l'horizon, ce qui fait que la communication entre Cassini et Huygens a été coupée. Et d'après les estimations de télémétrie, on pense que la sonde a dû survivre encore 1 heure encore à la surface. Donc ses batteries se sont progressivement épuisées. Donc il faut garder en tête que Huygens, ça fonctionnait sur des batteries. Donc les batteries ont été chargées 7 ans avant, et puis elles ont marché pendant quelques heures pendant la descente sur Titan. Il y a une question là-bas. Il y a un deuxième micro là, autrement, je ne sais pas si...
Oui, ce serait pour avoir des ordres de grandeur, des pressions et de températures qu'on peut estimer de cette eau liquide, puisque ça va aussi contraindre, on va dire, d'éventuelles chimies prébiotiques ou même... Alors, voilà, là on a le diagramme. Alors, j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, mais j'ai peut-être été un peu trop rapidement pour vous donner les pressions types. Donc si on est sur Europa, alors j'ai pas mis en SLAD parce qu'en SLAD c'est un très petit objet, ce qui fait qu'en SLAD, le centre dans SLAD c'est 400 bars. Donc c'est tout à fait... la base de son océan, il est estimé à 15 bars. Donc c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. On sait que n'importe quel organisme à 15 bars, il n'y a pas de problème à survivre. Sur Europa, on est un peu plus profond. Donc on descend jusqu'à, alors si je ne me trompe pas, 150 mégapascales. Donc c'est à peu près, ça doit être un peu plus profond que la fosse des Mariannes en termes de pression. Et quand on va dans les autres lunes, alors là on arrive dans une autre gamme de pression, là c'est des très hautes pressions. Donc c'est Callisto, Ganymède, j'ai pas mis Titan là, mais c'est pareil. Donc on va jusqu'à peu près, la base de l'océan, elle est estimée entre 600 et 700 mégapascales. Et le sommet de l'océan, il sera à peu près à 200 mégapascales, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des tranches d'eau à très très haute pression. Et ce qui n'empêche pas le développement on va dire, d'activité prébiotique. Bon, on n'en sait rien, de toute façon, personne ne pourra le dire, donc je ne vais pas m'avancer. Mais en tout cas, ce n'est pas encore un frein définitif, cette pression-là. Ça reste des pressions très très élevées, mais ce n'est pas complètement impossible. Mais c'est sûr que c'est sur les objets comme Europe ou en SLAD, où là on est dans des gammes de pression plus raisonnables.